Et puis pour vous interroger à mes côtés, Oriane Mancini de Public Sénat. Bonjour Oriane. Et Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant. Bonjour. Bonjour Zoé, merci d'être là. Alexis Corbière, on démarre avec la Catalogne. Les Catalans ont massivement voté hier pour élire leur Parlement. Plus de 80% de participation, 82% exactement. Les indépendantistes conservent la majorité absolue. Êtes-vous surpris, vous, par ce résultat ? Non, surpris, non. Après, c'est difficile de le déchiffrer. Je l'ai lu comme vous hier soir, on va regarder. Moi, je pense que la tendance lourde qu'il faut retenir, c'est la sanction pour le Parti populaire de Mariano Rajoy, tout de même. Claire, il arrive. Pardon de l'expression de Mathieu, avec quelle gamelle électorale. C'est une juste sanction sur autant d'autoritarisme, de brutalité. On a quand même eu des élections où un des principaux leaders, M. Puigdemont, a fait campagne de Bruxelles parce que s'il rentrait dans son pays, il avait peur d'aller en prison. Et il y en a même un d'ailleurs qui était notre leader indépendantiste. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce... Mais la Catalogne est toujours divisée. Hein. Non mais j'entends bien, mais enfin, ne perdons pas de vue qu'un pays frère à côté de chez nous, moi je suis originaire du sud de la France, enfin, l'Espagne et de la Catalogne, c'est, hein, moi je suis originaire de Béziers, c'est la plus grande ville dans ce cantonné comme ça, des Roltés ou des PO ou un Audois, enfin je veux dire, bon, c'est des pays qu'on connaît bien, là, dans ce pays-là, des menaces de prison, de la violence lors d'élections. Enfin là, il y a un autoritarisme lié à une politique libérale de la part de M. Rajoy qui est lourdement sanctionné. Et je m'en félicite. Après, c'est compliqué. Nous, certains de nos amis, que je vais qualifier de Podemos, même si c'était une alliance électorale, ont essayé de faire entendre une voix médiane, consistant à dire ni indépendance, ni soumission à Madrid. Ils se maintiennent un peu en recul, mais enfin, autour ils ont 8 députés, c'est ce qu'ils avaient un petit peu plus la dernière fois. C'est sûr qu'on aimerait ne pas être pris entre ces deux locomotives, celle de l'indépendantisme ou celle de la soumission brutale à Madrid, et faire plus entendre la question sociale, etc. Bon, mais enfin ça c'est des complications. Zoé Cadio, excusez-moi, de l'Indépendant de Perpignan. L'Indépendant du Midi et de Midi Libre. Je voulais juste vous disiez justement que c'était quand même un franc succès pour les indépendantistes, mais comme vous le soulignez... J'ai pas dit comme ça, mais bon, oui, je vous en prie. C'était un succès pour les indépendantistes, mais que c'était quand même plus compliqué que ça n'apparaît, comme on le voit dans les résultats. Est-ce que vous êtes quand même surpris que l'un des grands gagnants, quand même, c'est le Parti Centre, qui n'est pas indépendantiste, qui est plus pour une autonomie que pour une indépendantiste, avec soutien d'Es. Sans doute qu'on va dire que les gens de droite, c'est la sanction de Rajoy. Son parti vers Ciudadanos, qui est une forme de En Marche, on va le dire comme ça, espagnol, quoi. Bon, voilà, centriste, pro-européen, plutôt libéral sur le plan économique, etc. Bon, je suis pas surpris. Enfin, je veux dire, j'aurais préféré évidemment que ce soit plutôt mes amis de Podemos qui fassent une fulgurante progression. Mais ce que ça révèle, je le répète, c'est que tout de même, observons que celui qui aujourd'hui dirige ce pays, M. Rajoy, est ramené quasiment à un état de groupuscule électoral. Et je crois que M. Macron a eu bien tort de réaffirmer par moments une forme de, je veux dire solidarité, même si ça n'est pas si loin, mais enfin, la France n'a pas marqué une distance par rapport à ce que faisait M. Rajoy. Moi, je n'accepte pas qu'aux portes de la France, on réprime lors d'élections, on matraque tel que ça a eu lieu. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est sanctionné. Ça veut dire qu'il n'aurait pas dû intervenir, Emmanuel Macron. Moi, j'ai trouvé, on est d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon était intervenu à l'Assemblée nationale, la France aurait dû quand même faire entendre une voix disant qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tolérables, et j'ai peu entendu de la part du président de la République, quand même, une forme de mise à distance, de mise en garde, on va dire. Il y a même plutôt, si vous me corrigerez parce que vous avez plus ça en tête, mais des formes de réaffirmation de soutien de la part du président de la République à M. Rajoy. Non, il avait dit qu'il avait parlé aux différentes parties sans vanter, en le faisant discrètement. Il avait dit qu'il parlait aux différentes parties sans en faire état, forcément. Mais alors, finalement, ce scrutin ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire quelle lecture doit-on en avoir? Ah non, mais après, il reste là-bas une complication depuis des années, pris entre deux blocs relativement comparables, etc. Bon, il faut en sortir par l'eau. Nous, on est pour une assemblée constituante en France, et on a même proposé un peu le même genre d'idée, pourquoi pas sur le territoire espagnol. C'est-à-dire que moi, je dis attention. Après, les habitants soit de la Catalogne ou du reste de l'Espagne sont confrontés aux problèmes sociaux, je crois, des politiques libérales qui font mal au pays, des politiques
d'austérité, le problème des chômages de masse, et que ce dont j'ai peur parfois, c'est qu'à force de discuter toutes ces questions-là, qui nécessairement rendent les choses assez binaires, font une forme de campisme, t'es pour ou contre l'indépendance, etc. Bon, ça n'aide pas toujours. Ce scrutin qui avait pour but de marquer la fin de la crise, en tout cas de tenter d'apaiser les esprits, ça ne marche pas. Non, mais de toute façon, on ne règle pas une crise en dissolvant comme ça de manière autoritaire, en frappant les gens qui vont aller voter, en pourchassant un homme qu'on peut critiquer, M. Puigdemont, et tout ce qu'on veut, mais enfin de là, c'est un homme dont les actes sont d'ordre politique, de là tout de même. Et qui doit revenir en Catalogne maintenant. Bah, il me semblerait quand même, je veux dire, c'est quand même incroyable, incroyable. Non mais les gens ont fait campagne. On a l'impression qu'on a affaire à une forme de pays autoritaire où les leaders politiques sont obligés de faire campagne à distance ou par Twitter. Enfin, tout à l'heure, un de vos chroniqueurs le rappelait. Imaginez ça en France, que Jean-Luc Mélenchon ou je sais pas qui doivent partir à l'étranger pour faire campagne parce que s'il revient sur le territoire national, il se fait arrêter. Vous disiez que Carles Puigdemont a fait campagne depuis Bruxelles. Que doit faire maintenant l'Union européenne face à ce résultat? Rien, enfin je veux dire, c'est pas l'Union européenne de se mêler aussi comme ça en permanence des politiques qui ont lieu. Vous savez, moi je pense que l'Union européenne donne trop souvent son avis sur beaucoup de choses. Donc cette affaire, c'est au peuple concerné de régler les problèmes. Voilà, c'est tout. Peut-être l'Union européenne devrait peut-être pas réaffirmer comme elle le fait. Mais l'Union européenne là-bas, c'est Monsieur Rajoy en vérité. Hein. C'est pas voilà. L'Union européenne, c'est Rajoy. Elle fait 3%. Alors, 3 députés. Justement, pour parler on va peut-être changer de sujet parce que moi, je suis pas comme vous au milieu de la nuit, j'ai pris les résultats. On va continuer à parler de l'Union européenne. On va continuer à parler de l'Union européenne, mais on va changer de sujet. On va parler de la Pologne et de l'Autriche. La Commission européenne a déclenché une procédure inédite contre la Pologne, accusée de violer l'état de droit. En revanche, aucune réaction concernant l'Autriche, alors qu'il y a 3 ministères régaliens qui reviennent à l'extrême droite. Est-ce qu'il y a 2 poids 2 mesures? Est-ce qu'il y a une ambiguïté de la part de l'Union européenne? Oui, bien sûr. Non, mais il y a des tas d'ambiguïtés. De toute façon, c'est insupportable ces gouvernements nationalistes, xénophobes pour certains, et illuminés sur le plan religieux pour d'autres, qui naissent de cette construction européenne. Voilà. Je veux dire, on a souvent une Union européenne qui fait la leçon à beaucoup de pays du monde, et nous, la France insoumise, on nous accroche au paletot des fois des soi-disant amitiés avec certains, etc. Ou on veut nous embarquer sur le plan international dans des soutiens que nous n'avons pas toujours. Mais il y a une forme, bien souvent, on ferme les yeux sur des comment dirais-je, des responsabilités politiques au sein de l'Europe qui n'indignent pas parce qu'elles participent à cette construction libérale. Alors, moi, le gouvernement polonais, je n'ai aucune sympathie pour lui. Je trouve que c'est des conservateurs, mais plus que ça, des obscurantistes religieux, franchement. Et je m'inquiète de voir ce qui se passe aujourd'hui en Autriche, bien entendu. Mais le problème, au bout d'un moment, sortons de ce côté, c'est observons ce processus politique qui fait monter les nationalismes. L'Union européenne telle qu'elle se construit dresse les peuples les uns contre les autres, met en place des concurrences déloyales. La circulaire des travailleurs détachés que M. Macron n'a certainement pas abrogée ni modifiée amène à ce que vous avez aujourd'hui une concurrence. On a fait rentrer des pays européens auxquels on a dit votre valeur ajoutée, ça va être que vous êtes moins disant social. On a organisé un dumping, on a délocalisé des entreprises qui sont allées s'installer dans certains pays, évidemment pas en raison du climat ou je ne sais trop quoi, mais parce qu'il y avait quasiment pas de code du travail, que les gens étaient payés moins cher, etc., etc., etc. Tout ça fait monter des nationalismes, exacerbe. Est-ce que tout ça peut entraîner une vague populiste aux élections européennes ? C'est un élément d'explication de ce qui se passe d'ailleurs en Espagne. Alors, sur la vague populiste, il faudrait qu'on discute, parce que moi, le mot populiste, j'aimerais qu'on le définisse. Ça veut dire quoi, être populiste ? Je veux dire, si c'est parler au nom du peuple, moi j'essaye d'être populiste. J'ai pas de problème avec ça. Arrêtons de faire des mots paralysants qui sont des mots valises qui veulent plus rien dire. Tout le monde était populiste. À une époque, Ségolène Royal était populiste. Après, on est passé de Jean-Luc Mélenchon. Parfois, on appelle Madame Le Pen. À moins de faire un mot fourre-tout où il s'agit de salir tout le monde, ça ne sert à rien. Par contre, on peut parler d'extrême droite, ça existe, d'obscurantisme religieux, de racisme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça déclenche une vague, par contre, que je vais qualifier de nationalisme, c'est-à-dire de ceux qui pensent que c'est uniquement le peuple de son pays qui posséderait des vertus particulières contre les autres. Moi, je suis internationaliste, mais je suis aussi un souverainiste. C'est-à-dire que je pense qu'il faut créer les conditions d'un contrôle populaire des décisions et pas que tout ça nous échappe par une bureaucratie européenne qui défend une politique que je ne soutiens pas sur le plan économique. Alors on parle de l'Europe et puis on va élargir un petit peu le spectre. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le président palestinien Mahmoud Abbas, 2 semaines après le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La France doit-elle jouer un rôle médiateur dans ce dossier, surtout quand on voit l'attitude des Américains? Moi, je pense qu'il faut la paix. La paix, la paix, la paix. Voilà, je ne souhaite pas que toutes les tensions de ce conflit israélo-palestinien qui dure depuis trop longtemps viennent en France, sur le territoire national, pour nous déchirer. Je ne suis pas d'accord.
quels que soient d'ailleurs les camps qui sont pris, même si je pense qu'il y a un peuple, le peuple palestinien, qui doit lui trouver ses droits et trouver les conditions effectivement d'une vie digne, et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Mais je suis sensible aussi à ce qu'en Israël, il y ait la paix, et il y a un peuple israélien qui, à mon avis, subit bien souvent d'ailleurs des politiques de M. Netanyahou, etc., et qui, comme tous les peuples du monde, voudraient pouvoir vivre en paix. Mais il faut pour ça qu'évidemment, il y ait une modification de beaucoup d'inégalités. Mais une fois que j'ai dit ça, si la France peut être utile dans ce dialogue, plutôt que parfois dans une exacerbation du propos d'un camp comme de l'autre un peu belliqueux, tant mieux. Moi, j'ai peur parfois de cette outrance qu'il y a, que ce soit de la part de certains, notamment, y compris de prise à partie de position. Non, mais il y a parfois de la part de certaines personnes qui, en raison de leur confession en France, prennent immédiatement parti pour le gouvernement israélien, quelle que soit d'ailleurs sa couleur politique, que je trouve dommage, parce que ça perd toute vue. On peut être attaché à la sécurité d'Israël sans pour autant considérer que tout ce que va faire le gouvernement israélien est bien, et voilà. On passe à la politique française. Alexis Corbière, qui est notre invité aujourd'hui dans le Territoire d'Info. Édouard Philippe a annoncé hier des consultations à partir du 11 janvier sur la politique migratoire. Est-ce que c'est une bonne initiative? Est-ce que c'est une manière de calmer les choses? On verra, oui. Bon, des consultations, ça fait pas de mal. Moi, par contre, ce qui m'a déplu de la part de M. Collomb, c'est-à-dire que c'est un sujet sensible, on le sait, extrêmement, qui peut déclencher des passions. Et qu'est-ce que c'est qu'a dit dernièrement M. Collomb? C'est donner l'impression qu'en gros, on va encore plus durcir les conditions de vie de souvent de gens qui sont beaucoup de difficultés, qui sont en situation de difficulté souvent en France, pour régler en quelque sorte ou créer moins de facilité, pense-t-il, à ce que des gens viennent en France. Mais des gens qui sont là le sont parce qu'ils sont souvent chassés de leur pays ou ils le quittent parce qu'ils... Mais il a quand même modifié la circulaire. Oui, mais pour la durcir, pour amener, par exemple, parce que dans les centres d'hébergement, on va demander à des associations qui sont des associations de solidarité, notamment, je pense à la CIMAD ou Emmaüs, qui en plus ont refusé, ont quitté la Réunion. Franchement, des gens qui sont des militants de la solidarité quand on les connaît, c'est pas eux dans les centres d'hébergement. Vous demandez le retrait de cette circulaire? Bah oui, parce qu'elle ne règle rien. C'est pas en lacérant des tentes où il y a des gens qui sont dans la rue ou en demandant à des associations de jouer le rôle de la police qu'on va régler le problème. Voilà, ça va encore plus créer de la souffrance. Les gens vont même plus faire confiance à ces associations de solidarité. Vous allez avoir des gens qui vont dormir dans la rue. Bon, on a un problème lourd qui n'est pas simple, évidemment. La question, elle est aussi d'ordre géopolitique. Pour quelles raisons ces 10 dernières années, des régions entières du monde, 4 pays au moins, ont explosé complètement. Et vous avez des gens qui fuient. Alors tout devient très compliqué, à la fois parce qu'il y a des guerres, mais aussi des questions économiques. Vous avez des traités de libre-échange, il faut le dire, qui ont été faits, qui ont explosé aussi des économies. Vous avez des migrations qui sont dues à des questions climatiques en raison de notre système productif. Et je ne crois pas que les décisions, et notamment, on le voit bien, qui ont été prises dernièrement, vont à l'inverse de tout ça. Enfin, c'est un sujet lourd, la question des migrations. Mais vous ne pensez pas que le fait que Édouard Philippe reprenne la main, qu'il annonce des consultations, Madame, vous me demandez de juger, je ne sais pas. On va vers un abandon de la ligne Collomb. Ah ben, non, mais si c'est le cas, tant mieux. Écoutez, moi, Édouard Philippe est un homme, voilà, que c'est mon adversaire politique, mais intelligent, je ne sais pas ce qu'il veut faire, on va le regarder, on va l'écouter. Moi, j'écoute les gens. Voilà, a priori, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, mais je vais d'abord voir, je suis pas non plus un jackpot où il suffit de mettre 100 balles et je vais dire non, je regarde. S'il va un peu à l'encontre de ce que fait Gérard Collomb, que j'ai trouvé extrêmement imprécis, et participant à ce discours général, faut durcir. Mais c'est inefficace. Arrêtons de faire croire. Alors justement, mais c'est justement sur ce dossier-là qu'on voit apparaître de nouvelles fractures au sein du groupe de la République En Marche. Au sein de l'Assemblée, on l'a vu notamment avec l'intervention de Sonia Crimi. Est-ce que vous pensez justement que c'est sur ces dossiers-là qu'on va voir réellement ce qu'est la République En Marche et sa cohésion? Sur ces dossiers comme sur d'autres. Vous savez, la vie parlementaire fait qu'on passe des nuits entières avec des gens, on discute. Moi, je discute avec des tas de gens République En Marche, qui pour certains, c'est assez bigarré, on va dire, surtout ces députés. Bon, j'observe que certains, parfois, ont un peu des états d'âme. Parce que c'est pas ça qu'ils avaient prévu. Ils pensaient qu'on avait fait. Puis ils ont bien vu, on a quand même cassé le code du travail, facilité les licenciements, on fait un budget qui va rendre au moins 9 milliards aux ultra riches et prendre 5 euros aux APL. Alors ce qui parfois m'amuse, c'est qu'autant ils peuvent tous applaudir en cadence quand le chef en bas dit qu'il faut applaudir, mais il y en a beaucoup pour certains qui, quand on discute, la tendance gauche de la République En Marche. Est-ce que c'est le mot? Moi, je veux dire, j'observe qu'il y a certains qui ont un peu les abeilles à force de plus en plus, qui se disent sur les questions sociales, voilà, c'est pas terrible. Et puis certains sont aussi attachés, notamment la jeune députée Goyer, qui est une fille courageuse, tout à fait intéressante, qui exprime aussi un point de vue. C'est bon, quoi. Elle a pas, je veux dire, au deuxième tour, M. Macron a été élu pour battre le Front National, d'accord?
on n'oublie pas. Donc, faudrait pas non plus que on fasse croire. Moi, en plus, je suis pour des politiques efficaces d'immigration, mais de quoi parlons-nous? C'est pas en brimant des pauvres gens qu'on règle le problème. On ne fait rien. On fabrique encore plus de désordre, des gens qui dorment n'importe où, encore plus éloignés, qui fuient la police dès qu'elle arrive et qui fuient les associations de solidarité dès qu'ils s'approchent. Bon, c'est pas une solution. On parle du budget. Du budget, Alexis Corbière. Il a été voté hier par le Parlement. Vous avez déposé avec d'autres groupes de gauche un recours devant le Conseil constitutionnel. Pourquoi ? Parce qu'on trouve que c'est un budget qui est assez tellement injuste, tellement caricaturalement injuste, qui pose problème. On l'a fait avec d'autres groupes, on verra comment tout ça évolue, mais tout de même... Pourquoi vous parlez de la sincérité ? Ben parce que notamment la modification, vous me prenez à froid, la modification, notamment la mise en place de la flat tax, risque d'avoir des conséquences économiques non maîtrisées. Vous avez une tribune d'économistes qui avait été publiée dans le Monde, enfin un économiste dont j'oublie le nom alors qu'il est, qui avait pointé ça. Donc en vérité, on va avoir une réduction des rentrées fiscales beaucoup plus importante que ce que nous le dit Monsieur le maire, qui dit il faut faire confiance. Donc voilà, le débat va avoir lieu. Certains économistes nous aident dans cette réflexion. On ne peut pas impunément créer des systèmes où vous réduisez la fiscalité, notamment pour les plus riches, et créer les conditions, ça va créer les conditions d'un déséquilibre du budget à l'arrivée. Justement, ce budget, vous se voulez celui du pouvoir d'achat. L'INSEE vient de mettre un carton rouge en parlant notamment d'une hausse de 4,5 milliards de hausse d'impôts pour les ménages. Le gouvernement dit que c'est pas tout à fait ça. Ah ouais, non, mais voilà, moi je pense que l'INSEE a raison de pointer. Vous allez avoir un coup de massue fiscal ? Bah, du moins, vous allez avoir l'augmentation de la CSG pour beaucoup notamment des retraités. Vous allez avoir une situation effectivement qui va être de plus en plus difficile. Puis vous avez un pouvoir d'achat qui va rester scotché. C'est quand même ça le problème pour beaucoup de salariés. Bon, donc à l'arrivée, c'est rien de bon pour nous tous. Et puis, qu'on vient de m'expliquer là encore pour quelles raisons il fallait réduire l'ISF qui concerne non pas les riches, mais la poignée d'ultra-riches. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui peut croire qu'aujourd'hui, le fait que les 500 000 Français les plus aisés doivent retrouver encore plus d'argent, que nous devons leur rendre de l'argent public? C'est surtout ça qui est agaçant. On ne cesse de traquer à tout moment les choses pour dire qu'il faut réduire les dépenses publiques, il faut faire des économies, etc. Et puis on en vient à rendre de l'argent. C'est-à-dire, bon, tout ça est absurde. C'est la théorie qu'on a appelée du ruissellement, totalement fumeuse, qui consiste à dire que parce que les ultra-riches auront encore plus de biens, ça profitera à l'économie. C'est tout l'inverse qui a lieu. Et il y a beaucoup d'inefficacité, je trouve, face à la fraude et l'évasion fiscale. J'aimerais insister là-dessus, quand même, qui est quand même le gros dossier. 60 à 80 milliards d'euros chaque année qui part en fraude et évasion fiscale. J'ai rien entendu d'efficace. Alors, vous parlez justement des cadeaux fiscaux qui ont été faits. Alors, il y a quand même un joli cadeau qui a été fait par le magazine Capital, qui vient de publier un classement et qui, justement, vous attribue de très bonnes notes sur votre travail parlementaire, contrairement à La République En Marche. Vous êtes même les députés de la France Insoumise sont pointés comme des très gros bosseurs, contrairement à d'autres, et on pense notamment à Claire Aupetit qui a été plutôt reçoit un carton rouge pour son travail au sein de l'Assemblée. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que c'est le fait d'être peu nombreux qui vous oblige justement à vous démultiplier au sein de l'Assemblée? Oui, non, mais il y a ça. Il y a le fait que on essaie au groupe que nous sommes à faire autant que les autres. On y arrive bien. Moi, bon, ça m'amuse de vous avez cité le nom d'une députée, je veux dire, je veux pas accabler, mais qui avait été très méprisante avec les milieux populaires en disant dans une entreprise, etc. Dans une entreprise, son comportement, il amènerait un petit peu la porte. Tout ça pour dire qu'elle devrait être un petit peu plus modeste, avoir un peu plus de compassion pour les gens modestes. Cette dame qui a donné beaucoup de leçons avec un vocabulaire très méprisant. Bon, et nous là-dedans, on bosse. Alors, j'aimerais au moins, on a le droit, je profite de ce micro pour dire, on a le droit de pas être d'accord avec ce que nous disons, évidemment. Par contre, j'aimerais que cesse parfois de la part de certains, je parle pas de vous en l'occurrence, mais le côté, la France Insoumise, ils proposent rien, etc. Nous proposons près de 2000 amendements. Ils sont pas retenus, très bien. Nous déclinons notre programme, l'avenir en commun, qui avait 357 propositions. On a le droit de pas être d'accord avec lui. Mais on n'est pas obligé parfois de caricaturer en disant, il y a une opposition qui ne porte rien. Parce que quand on fait ça, on participe à une propagande qui vise à ne pas dire ce que nous disons. Par exemple, François Hollande, qui est sorti de sa boîte pour dernièrement nous flétrir et dire ouais, de toute façon Mélenchon et ses amis ils n'ont pas de programme. On a envie de dire hey Joe, ce serait bien que tu suives un peu le débat. Déjà on a proposé un programme, le fait qu'il ne l'ait même pas lu est un problème, ou alors le fait qu'il cache l'existence d'un programme est aussi un problème. Et je dis lui parce que aussi monsieur Macron l'autre jour, lors d'une interview extrêmement d'ailleurs pugnace, est venu à dire parfois qu'il écoutait mais qu'il fallait faire des propositions. Nous en faisons. Mais il y a le rouleau compresseur. Voilà, qui vise à rediriger... On va parler de Jean-Luc Mélenchon. Vas-y, non, allez. Alors, Jean-Luc Mélenchon, hier on recevait sur ce plateau Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. On lui posait la question sur la stratégie de Jean-Luc Mélenchon et des syndicats pour mener l'opposition face à Emmanuel Macron. Il nous a répondu
que Jean-Luc Mélenchon arrête de nous donner des leçons. Qu'est-ce que vous lui dites à Laurent Berger? Non, mais il n'a pas entendu ce que dit Jean-Luc Mélenchon. On ne donne pas des leçons, mais par contre, on s'exprime sur les raisons pour lesquelles une offensive contre le Code du travail extrêmement rude est passée. On pense qu'il aurait pu avoir une autre forme d'organisation, une résistance unie contre ça, et on a le droit tout de même, c'est pas une vache sacrée, monsieur Berger, on ne se mêle pas de ses affaires internes, mais on a le droit d'avoir une opinion sur ce que font les organisations syndicales, les organisations politiques, etc. Donc qui viennent pas polémiquer avec lui. Est-ce que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon était la bonne? C'est-à-dire? Est-ce que ce n'est pas ça qui a affaibli l'opposition face aux réformes? C'est quoi ça? Moi je veux bien, mais la division entre le syndicat et le politique. Mais nous, on a fait l'inverse. Vous êtes d'accord sur le fait qu'on a appelé tout le monde à converger. Donc, qui ne s'est pas fait. Oui, d'accord. Donc, c'est pas notre faute. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. D'un seul coup, vous m'amenez sur une polémique vis-à-vis de monsieur Berger. Il a le droit, lui, de faire, surtout, je veux dire, de la bouche, dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Je dis peut-être une bêtise. Je n'ai jamais entendu Jean-Luc citer le nom de monsieur Berger. Donc, s'il veut rester indépendant. Jean-Luc Mélenchon attaquer la stratégie des syndicats. D'accord. Mais si on veut rester sur le même terrain, que monsieur Berger ne cite pas Jean-Luc Mélenchon en particulier. Nous, on n'a rien contre sa personne, mais on s'est interrogé sur pourquoi les organisations syndicales n'ont pas réussi à faire l'union de résistance face à une offensive très dure sur le Code du travail. On n'arrête plus. Alexis Corbière, Nicolas Hulot. Mais je veux pas me mêler des affaires internes des syndicats. C'est important. Hier avait lieu la clôture des États généraux de l'alimentation. Nicolas Hulot devait prononcer un discours et finalement, il n'est pas venu. Est-ce que vous regrettez son attitude? Est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous allez dans son sens? Je ne suis pas au courant. À quoi il n'est pas venu? La clôture des États généraux de l'alimentation. Et alors, qu'est-ce que je devrais... c'est dommage, oui, effectivement, c'est regrettable. Est-ce qu'il y a une cohésion gouvernementale? Pourquoi le ministre de la Transition écologique n'y était pas? Il y a des questions qui se posent ce matin. Est-ce que vous comprenez qu'il n'y aille pas? Je vais vous dire, je trouve intéressant cet homme Hulot. C'est intéressant, genre on vous discute comme ça. Vous le récupériez bien mais c'est pas le mot. Mais je veux dire, tout à l'heure on parlait des états d'âme et des abeilles que certains ont, des abeilles virtuelles. Hulot, c'est un homme de dialogue. Souvent, ça nous arrive après. C'est intéressant d'ailleurs quand la session est finie, il discute avec nous. C'est un type et on voit bien qu'il est traversé de contradictions. Un appel à Nicolas Hulot? Non, mais je veux dire, je pense que c'est un homme qui reste sincère et qui traverse des tensions internes. Et voilà. Merci. Et par moments, mais je ne sais pas la raison de son absence, parce que si ça se trouve une fois il avait quitté une commission, il avait un problème de santé. Je veux pas me mêler, mais je pense effectivement, comme c'est un écologiste sincère, qu'il aura peut-être à un moment donné des difficultés à rester jusqu'au bout. Mais je le salue et puis je le combat après parce qu'il est malgré tout membre d'un gouvernement et je crois qu'il a eu tort d'y participer. Mais on verra tout ça. Merci. Je souhaite à chacun une bonne année parce que on se reverra pas sans doute avant le 31 décembre. Oui, ça arrive vite. Oui, mais bon, voilà. Merci Alexis Corbière. Bonne année à tous. Merci.